Imaginez, on est le 28 février 2026. Et là, une attaque militaire massive frappe l'Iran. En quelques heures, tout le Moyen-Orient est bouleversé et le monde entier retient son souffle. Alors, que s'est-il passé exactement? Et surtout, qu'est-ce qui peut arriver maintenant? Tout commence avec une opération militaire qui porte un nom de code, Fureur épique. C'est une action conjointe menée par les États-Unis et Israël. Et d'un coup, des frappes aériennes s'abattent sur les plus grandes villes iraniennes, déclenchant une crise, mais vraiment d'une ampleur inédite. Et là, les événements s'enchaînent à une vitesse folle. C'est vertigineux. 5 heures du matin, l'opération est lancée. À peine 6 heures plus tard, la nouvelle tombe et c'est une bombe. Le guide suprême Ali Khamenei aurait été tué. La riposte iranienne est immédiate. Elle vise Israël et les bases américaines dans le Golfe. Et ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, le conflit prend encore de l'ampleur. Le Hezbollah entre dans la danse depuis le Liban, ce qui provoque une réplique israélienne. Bref, en moins de 48 heures, c'est l'embrasement total dans la région. Mais attention, pour vraiment comprendre cette explosion de violence, il ne suffit pas de regarder les bombes tomber, il faut voir ce qu'il y avait avant. Et l'Iran, avant même l'attaque, c'était déjà une véritable poudrière. La crise actuelle, en fait, c'est juste l'étincelle qui a tout fait sauter. Et pour bien saisir à quel point le régime était fragile de l'intérieur, il y a un concept très parlant, celui de la journaliste Delphine Minouy. Elle appelle ça la révolution par sédimentation. L'idée, elle est assez simple en fait. Imaginez des couches qui s'accumulent. Chaque grande vague de protestations passées, en 2009, 2017, 2019, 2022, eh bien, elle ne disparaît jamais vraiment. Au contraire, elle laisse une trace, une couche de colère et de mémoire collective, un sédiment. Et ça rend chaque nouveau soulèvement encore plus fort, plus radical et plus déterminé que le précédent. D'ailleurs, fin 2025, le constat des observateurs était unanime, sans appel. L'Iran était vraiment au bord de l'implosion. Le mouvement de contestation était devenu national, il touchait tout le monde et son objectif était clair, la chute pure et simple du régime. Bon, et face à cette intervention militaire étrangère, comment réagit la population iranienne? Eh bien, c'est tout sauf simple. C'est loin d'être unanime. C'est un mélange extrêmement complexe de peur, de désespoir et aussi, paradoxalement, d'un étrange espoir. Et c'est là tout le paradoxe tragique de la situation. Comme l'analyse très bien la chercheuse Somaye Rostampour, d'un côté, il y a une partie de la population qui est absolument terrifiée à l'idée d'une guerre régionale dévastatrice. Mais de l'autre, il y a une autre partie qui est à bout, épuisée par des décennies de répression et qui voit dans cette attaque la seule et unique chance de voir enfin le régime tomber. Un choix vraiment impossible. Cette division, on la retrouve d'ailleurs dans les slogans de l'opposition. Oui, on entend des appels au retour de la dynastie Pahlavi, du Shah, mais ça ne représente qu'environ 17% des slogans. L'écrasante majorité, 83%, elle veut une seule chose, la chute du régime. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord sur la suite. L'opposition est plurielle, elle est fragmentée. Ok, maintenant changeons un peu d'angle. Prenons de la hauteur. Parce que cette intervention, ce n'est pas juste une réaction spontanée. C'est le résultat d'un calcul stratégique complexe de la part des puissances extérieures. Et là, ce qui est crucial de comprendre, c'est que les deux acteurs principaux, les États-Unis et Israël, ne sembleraient pas être sur la même longueur d'onde. Leurs objectifs finaux divergeraient. Pour Washington, la priorité serait une transition contrôlée. L'idée, c'est d'éviter le chaos à tout prix, en remplaçant les radicaux par des figures plus pragmatiques pour stabiliser la région. Pour Israël, l'enjeu est bien plus existentiel. Ce qu'il viserait, c'est un changement de régime total pour éradiquer définitivement la menace que représente la République islamique. Et puis, au milieu de tout ce fracas, de toutes ces bombes, il y a une autre victime potentielle. Une victime silencieuse, mais absolument irremplaçable, le patrimoine culturel de l'humanité. Là-dessus, le droit international est très clair. Il faut savoir que l'Iran, c'est 24 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur destruction ne serait pas seulement une perte pour les Iraniens, ce serait une partie de la mémoire de l'humanité tout entière qui disparaîtrait. Et ça pourrait potentiellement constituer un crime de guerre. On en arrive donc à la question qui est sur toutes les lèvres. Et maintenant, que va-t-il se passer? L'Iran est au bord du précipice et plusieurs chemins se dessinent. Et franchement, ils sont tous périlleux. Les analystes esquissent en gros 4 grands scénarios. Le premier, c'est le pire cauchemar, une implosion totale du régime qui débouche sur une guerre civile sanglante. Une autre possibilité, c'est une transition contrôlée vers ce que certains appellent un autoritarisme reconfiguré. En gros, on change les têtes, mais pas vraiment le système. On peut aussi imaginer un chaos régional qui s'installe et qui dure, une sorte de guerre hybride sans fin. Et enfin, il y a l'option la plus optimiste, mais peut-être aussi la plus incertaine, l'émergence de l'intérieur d'une véritable démocratie. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. La chute de la République islamique, si elle se confirme, ne sera pas la fin de l'histoire. Au contraire, ce sera le début d'un tout nouveau chapitre dont personne, absolument personne, ne peut prédire l'issue. Entre l'aspiration à la liberté de tout un peuple et le spectre d'un chaos dévastateur, l'avenir de l'Iran, et avec lui celui de toute la région, reste une page blanche.